Nous sommes un point dans l'archipel des Caraïbes. Nos plages sont admirées, nos richesses se dégustent partout dans le monde depuis des siècles. Mais comme la plupart des territoires éloignés de l'Hexagone, nous, humains, nous sentons délaissés. Et même si politiquement nous sommes français, notre âme, elle, est composée d'un assemblement maladroit de fragments des quatre coins du monde. Une multitude de cultures, habitudes, connaissances, émotions, concentrées de force sur un tout petit territoire, la Martinique. Je ne crois pas avoir passé beaucoup de temps au Lorrain lorsque je vivais au pays, mais en fermant les yeux, je revois l'arrière de la 306 et le paysage qui défile. D'un côté, des bananiers à perte de vue. De l'autre, découpé entre les maisons qui passent à toute vitesse, l'océan. Car le Lorrain est une petite commune du nord de la Martinique, bordée par l'océan Atlantique. Comme sur tout le littoral nord-est de l'île, la houle a quelque chose de fascinant et d'effrayant à la fois, un peu comme un animal sauvage. Ici déjà, il y a très longtemps, vivaient des Amérindiens. Si bien que des vestiges précolombiens des poteries saladoïdes ont été utiles pour les recherches sur ces premiers habitants de l'île. Saladoïdes. Enfant, j'ai eu beau m'intéresser un peu à l'histoire précolombienne, j'ai toujours eu l'impression qu'on ne nous en disait rien. Il faut dire qu'à l'école, la priorité était l'histoire de France, la Gaule, les Mérovingiens, la Révolution. À côté, mon livre d'histoire antillaise, à peine plus épais qu'un cahier de 96 pages, faisait bien pâle figure. Aujourd'hui, avec Internet, quelques portes s'ouvrent et je découvre que la culture saladoïde était présente dans le bassin caribéen de -500 à 545 après Jésus-Christ. Les Arawaks, que l'on voyait dans mon petit livre d'histoire du CM2, appartiennent à cette culture. D'autres sources mentionnent leur présence jusqu'après l'an 1000, près de 1500 ans dans la région. Agriculteurs et artisans, au-delà de la poterie, ils nous ont aussi transmis la culture du manioc. Ce tubercule grandit sous terre et permet l'élaboration d'une farine dépourvue de gluten. Nos ancêtres amérindiens en faisaient des galettes qu'on appelle cassaves, oui, comme le groupe de musique, et qui étaient un peu le pain de l'époque. La farine de manioc était boudée par les Européens, qui la laissaient aux esclaves. Voilà comment cet incontournable de la cuisine antillaise a traversé les siècles. On en fait toujours des cassaves, mais aussi des féroces d'avocat, où on en met dans les pois rouges du dimanche. Au Lorrain, on trouve donc la case à manioc de la famille Ragald, un moulin à manioc qui propose aussi des spécialités à base de cet ingrédient ancestral. Tout ça m'avait ouvert l'appétit. Je commençais à saliver en repensant au repas dominical. Des légumes pays, des pois rouges, des bananes jaunes. En tout cas, s'il est un territoire sur lequel la culture de la banane est importante, c'est le Lorrain. On y trouve à peu près un quart des producteurs de l'île. Il faut dire que si la canne à sucre domine les plaines, la banane s'épanouit sur les mornes. Et le nord de l'île est très vallonné. La culture de la banane est très peu mécanisée. La plupart des opérations doivent être faites à la main. C'est encore plus vrai sur les pentes des mornes.
Les ouvriers agricoles jouent donc un rôle majeur dans le bon déroulement de toutes les étapes, de la plantation à la récolte. Pourtant, en 1974, le patronat refuse de valider le salaire minimum garanti des ouvriers agricoles. Une grève commence sur l'habitation Vivier au Lorrain. Cette grève tournera en drame à Basse-Pointe le 14 février 1974. Des ouvriers perdront la vie. Parmi eux, Raynor Ilmani, enterré au Lorrain après le défilé de centaines de personnes portant des slogans politiques tels que « À bas la répression coloniale »,« Songez l'Algérie »,« Songez l'Indochine »,« Martinique levée ». Pour le peuple martiniquais, février 1974 restera un synonyme de drame et de lutte contre le colonialiste. Cette année-là, Colo Barst a 16 ans. À n'en pas douter, ce pan de l'histoire l'a marqué. Il en tirera une chanson, Février 1974. Avec ses sonorités afro-caribéennes, sa guitare ainsi que sa voix rock, il connaît un succès fulgurant et reçoit 3 prix SACEM pour son album. Je ne sais pas si la musique adoucit les mœurs, mais février 1974 a accompli son devoir de mémoire. Enfant des années 90, sans Colo Barst, je n'aurais probablement jamais vraiment entendu parler de cette grève, ses causes et ses conséquences. Nous sommes un point minuscule, et le monde s'arrache nos richesses en nous oubliant, nous humains, voire parfois même les besoins de l'île sur laquelle nous vivons, où avons grandi, ou même de laquelle viennent nos aïeux. Pouvons-nous vraiment y faire quelque chose ? Devons-nous hurler à plein poumon jusqu'à ce que l'on nous entende ? Colo Barst n'a pas eu besoin de s'égosiller pour raconter son histoire et porter son message à ma génération. Et cela, à mes yeux, a bien valu tous les cris du monde. Je pense que nous devons continuer de chanter, raconter, revendiquer, avec patience, mais avec conviction. Que chaque parole soit un grain de riz de plus dans notre sac. Écoutez ça qui passait, c'était en février 1974.